L'actu. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité des regards. C'est l'heure du coup d'œil sur l'actu de notre invitée aujourd'hui, Céline Marty, professeure agrégée de philosophie et doctorante à l'université de Franche-Comté, où elle travaille sur la philosophie du travail et de l'écologie politique d'André Gors. Céline Marty, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez publié Travailler moins pour vivre mieux, guide pour une philosophie antiproductiviste chez Duno en octobre 2021, si je ne me trompe pas. Et j'aimerais dans un premier temps revenir, si c'est possible pour vous, sur le projet de cet ouvrage et sur ce titre un peu provocateur qui va à l'encontre de certains poncifs et slogans politiques de ces dernières années qui nous inciteraient à travailler plus pour gagner plus. Alors vous prenez le contre-pied, travailler moins pour vivre mieux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous paraît subversif aujourd'hui, alors qu'en fait, c'est Gors qui le formulait pour la première fois dans les années 70, donc dans un contexte où finalement c'était déjà passé beaucoup plus tôt. Donc aujourd'hui, ça nous paraît subversif justement parce qu'on a été biberonné à se travailler plus pour gagner plus, la quête de la croissance absolue et infinie. Et c'était ça que j'avais envie de remettre en question, et notamment toute une forme d'éthique du travail qui va avec, toute une idéologie productiviste qui nous est transmise finalement dès le plus jeune âge, et que j'avais envie de questionner du point de vue de la philosophie et de l'histoire des idées dans cet ouvrage. Très bien. Et vous parlez à ce titre dans votre ouvrage, si je ne m'abuse, d'une mystique du travail, et vous distinguez 3 formes de mythes qui encerclent le travail dans nos sociétés modernes. Est-ce que vous pourriez nous préciser quelque peu ces éléments ? Oui, tout à fait. Il y a une mystique du travail comme une activité de production pour satisfaire des besoins. Et or, ça ne tient pas compte du fait que toute une partie de nos activités aujourd'hui sont parfois ces bullshit jobs dont parle David Graeber. On considère aussi que le travail se réduit parfois à l'emploi. Or, il y a de multiples activités qui peuvent ressembler à du travail en dehors de l'emploi, notamment le cas du travail domestique ou du travail bénévole. Et ensuite, on a une perspective, on réduit parfois le travail, ou on en fait parfois un moyen d'épanouissement personnel. Et c'est ça aussi qu'on peut critiquer avec les constats sur les souffrances sociales et les souffrances psychologiques aussi que créent les conditions de travail actuelles. Donc il me semblait important de voir que derrière ce mot de travail, on mettait en fait des notions très différentes, des conceptions aussi très différentes, et que c'est ça aussi, c'est ce flou conceptuel qui permet parfois d'avoir des discours très différents pour parler de la même chose. Et finalement, c'est ce flou qui entretient aussi cette mystique du travail, puisque on ne s'accorde pas vraiment sur ce qu'on dit, mais on essaye d'avoir un discours consensuel qui rassemble avec des mots un peu creux comme la valeur travail, libérer le travail. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais ça semble positif en soi. Et également, ce qui peut être intéressant, c'est de comprendre comment une période comme l'après-guerre et les 30 Glorieuses ont mythifié la figure du travail et du progrès pour toute une génération. Oui, tout à fait, dans une logique de reconstruction. Et ça, c'était le cas partout en Europe. Il y avait aussi le même mouvement en Italie, en Allemagne. Et donc, on avait l'impression qu'il fallait nécessairement reconstruire le pays, se retrousser les manches. Et d'ailleurs, même le mouvement ouvrier, même le PCF, fait des affiches dans l'après-guerre qui valorise cette reconstruction. Donc c'est la figure du travailleur qui fait du bien à la collectivité, parce que il aide la collectivité à se retrousser les manches. Et peut-être que dans le cadre du contexte écologique actuel, la figure de la personne qui fait du bien à la société, c'est peut-être celui dont le travail n'est pas le plus nuisible, dont le travail n'a pas de conséquences négatives comme elles peuvent l'avoir dans certaines formes de bullshit job, par exemple. Et pour revenir sur cette notion de valeur travail, Céline Marty, j'aimerais peut-être retracer avec vous un peu l'archéologie de cette notion. Pendant un temps, le travail a été un moyen, c'est lui qui nous permettait l'émancipation via l'obtention d'un salaire. Et récemment, on a l'impression qu'il serait presque devenu une fin en soi, comme un moyen de définition identitaire. On se demande à chaque fois qu'est-ce que tu fais dans la vie quand on se rencontre. Et aujourd'hui, on a l'impression que
que la perte de sens liée au travail, y compris chez un certain nombre de classes dirigeantes, bourgeoises, on dira, pourrait infléchir cette tendance. Qu'est-ce que vous penseriez de cette analyse ? Oui, tout à fait. Le travail finalement qu'on peut définir comme une activité instrumentale, c'est l'activité par laquelle l'humain satisfait ses besoins avec des ressources collectives et satisfait des besoins collectifs. Donc cette pure activité instrumentale, c'est-à-dire satisfaire des besoins. Une fois que vos besoins sont finis, il n'y a plus besoin de continuer de travailler. Et donc, vous pouvez avoir des limites à cette activité. Vous pourrez réfléchir sur les besoins à prioriser, sur le contenu le plus adéquat. Finalement, toute cette réflexion instrumentale sur la bonne utilisation du travail s'est perdue au profit d'une moralisation de l'activité de travail et finalement qui va avec des enjeux d'épanouissement subjectif, un peu dans une perspective existentielle, mais surtout une moralisation qui fait qu'on stigmatise celui qui ne travaillerait pas aussi bien que les autres, celui qui ne fournirait pas assez d'efforts. Et donc ça, c'est toute une éthique finalement qu'on peut dater aussi notamment du capitalisme industriel, de l'éthique protestante qu'incarne par exemple Emmanuel Kant et qu'a identifié aussi Max Weber. Et donc c'est cette éthique aussi qu'on peut déconstruire pour voir à quel point elle est pernicieuse aujourd'hui. Parce que finalement, quand ils théorisent le travail, ils ne nous disent jamais. Donc, Kant qui valorise l'effort du labeur et le repos qui ne se savoure qu'après la fin de l'effort, mais Kant ne nous dit pas quel est le contenu légitime du travail, quand est-ce qu'on peut savoir qu'on a bien fini de travailler. Et d'une certaine façon, on voit bien que cette éthique productiviste, aujourd'hui, on ressent le besoin de lui mettre des limites, notamment dans le contexte écologique, où on se rend bien compte qu'on ne peut plus produire n'importe quoi à l'infini sans conséquence. Et avant de rentrer dans cet enjeu écologique, véritablement, peut-être revenir un peu plus en amont encore dans cette archéologie du travail. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on le sait chez les Grecs, chez les anciens, si on se réfère à Benjamin Constant, la liberté, elle, était associée justement au contraire au loisir, à l'osium, et c'était la participation à la chose publique qui rendait la dignité à l'humain. Et les modernes auraient inversé cette tendance c'est finalement le fait de travailler qui devient l'objet de la dignité. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on est à un moment d'inflexion qui nous ferait revenir à ce moment des anciens ? D'inflexion, peut-être pas nécessairement radicalement, parce qu'on se rend compte aussi que les loisirs et que l'activité politique, d'une part, sont aussi en lien avec l'activité de production, donc avec le travail, et puis qu'ils ont un impact écologique aussi. D'une certaine façon, les loisirs ont aussi un impact écologique, et d'ailleurs, c'est souvent les loisirs qu'on pointe pour leur impact écologique, notamment le cadre du tourisme, etc., avant de pointer l'emploi. Donc, est-ce qu'on reviendrait je pense que plutôt que de revenir à une simple valorisation de l'activité politique et des loisirs, à la limite, c'est plutôt au modèle antique de sobriété et de frugalité qu'on trouve par exemple dans l'éthique d'Épicure ou du stoïcisme, à laquelle on pourrait revenir aujourd'hui. Une forme d'auto-limitation des besoins de la production et de la consommation pour tenir compte en fait des limites écologiques avec lesquelles on produit. Et donc c'est plutôt à ce modèle-là, d'une certaine façon, qu'on pourrait revenir, plutôt qu'une forme de valorisation par contre-coup uniquement des loisirs. Mais ce passage-là, il s'est fait progressivement. D'ailleurs, Dominique Méda, que vous recevez par la suite, l'a très bien montré dans son livre de 95, Le travail, une valeur en voie de disparition. Il y a eu plusieurs étapes d'éthique du travail qui se sont rajoutées, notamment dans toute la pensée chrétienne, notamment catholique. Donc ça, elle pourra revenir sur ce passage-là aussi. Mais ça s'est fait sur des temps très longs aussi. Justement, d'ailleurs, elle montre dans son livre qu'il y a déjà des changements entre Augustin et Thomas d'Aquin. Nous, ça nous paraît la même époque, mais en fait, il y a 8 siècles de différence. Et 8 siècles par rapport à notre temps aujourd'hui, 8 siècles en amont et 8 siècles par la suite, c'est quand même énorme, en fait. Simplement pour revenir sur l'idée d'auto-limitation dont vous parliez, l'idée de travailler moins interroge quand même. Est-ce que ça n'interrogerait pas tout de même les secteurs en question, le fait que ce soit de la production, du service ou des distinctions entre le secteur primaire, secondaire et tertiaire ?
Oui, tout à fait, puisque finalement, en fait, nos économies dans les pays développés se sont massivement réorganisées à partir des années 80 vers des économies de services, en délocalisant aussi toute une partie de la production industrielle, en mécanisant la production agricole. Et c'est aussi ce modèle-là dont on voit les limites aujourd'hui, quand on se dit qu'en fait, on va avoir besoin d'1 million de paysans, qu'on va avoir besoin dans l'industrie du vélo de 300 000 emplois, etc. Et donc, peut-être que la priorité n'est pas de nous proposer de nouveaux services, de nouvelles options téléphoniques, de nouveaux services à domicile, mais de revenir à des besoins peut-être plus de base qu'il va falloir satisfaire dans de meilleures conditions de production que celles qu'on a proposées avec le productivisme depuis les 30 Glorieuses. Et d'ailleurs, on en voit bien les limites aujourd'hui, que le productivisme dans le milieu agricole a fait beaucoup de mal. Et donc, c'est aussi ce modèle qu'il va falloir repenser. Et alors, justement, le productivisme, comment est-ce qu'on s'en affranchit? Qu'est-ce qu'on produit? Pourquoi on travaille? Comment est-ce qu'on crée une politique des besoins? Ah bah ça, c'est pas évident. Et c'est pas évident en plus déjà de prendre conscience que tout ce qui existe sur le marché de l'emploi ou le marché de l'offre finalement n'est pas forcément légitime, et que on est tout légitime en tant que citoyen, producteur, consommateur de critiquer l'existence de certains finalement de certains emplois et de certaines fonctions de production. Déjà prendre conscience qu'on a le droit peut-être de se questionner sur la légitimité de la publicité, du marketing, de la concurrence dans plein de secteurs. Ça, c'est déjà pas évident. Et ensuite, la proposition d'André Gors pour redéfinir nos besoins, c'était une forme de réappropriation démocratique de la production et de la consommation, où finalement on en discute collectivement des besoins à satisfaire en priorité, dans quelles conditions, avec quelles ressources. Et finalement, c'est peut-être ce débat démocratique autour de ce contenu du travail qui nous manque. Finalement, on voit que le débat, on l'a un peu parfois autour des conditions de travail, mais on a du mal à questionner le contenu du travail. Parce qu'on se dit toujours que finalement, si l'emploi existe, c'est que il y a bien quelqu'un qui en a besoin. Et c'est peut-être ça qu'il va falloir remettre en question. Et si on poursuit votre réflexion sur cette... sur les contenus du travail à inventer pour l'avenir, est-ce qu'on peut aller plus en aval également sur la question de la valorisation de ces emplois? Comment on définit collectivement une valeur au travail et aux travailleurs qu'on a appelés travailleurs essentiels pendant la période de la pandémie? Quand on le voit, en réalité, ces métiers que nos économies rémunèrent si mal et pourtant sur lesquels nos économies reposent, qu'est-ce qui se joue dans cette dévalorisation de ces métiers utiles en contraste avec des métiers qu'on jugerait unanimement moins utiles, mais qui seraient, eux, très largement valorisés économiquement? Oui, en fait, c'est aussi un choix de société, puisque ne pas bien rémunérer les travailleurs essentiels qui sont notamment dans les services publics, c'est un choix de politique publique, en fait, de ne pas d'essayer de réduire les dépenses fiscales, de réduire aussi les recettes fiscales. Et donc, c'est un choix de politique publique. Ensuite, dans l'explication de l'existence de ces bullshit jobs bien rémunérés, David Graeber l'expliquait par une transformation du capitalisme financier à partir des années 80, où finalement, comme le capital change très vite d'emplacement d'entreprises dans lesquelles il investit, etc., il cherche les entreprises qui ont une santé financière, qui ont la meilleure santé financière, et disons qu'il utilise pour cela le critère d'une masse salariale qui a été réduite, des taux de rentabilité de l'entreprise très élevés, et donc ça passe finalement par licencier les travailleurs productifs, donc les travailleurs, les cols bleus en bas de la chaîne de production, par externaliser le plus de tâches possible, et finalement on met la pression sur la base productive. Et ensuite, on crée quantité d'emplois qui sont destinés à faire du reporting, à montrer que la santé de l'entreprise que l'entreprise va très bien, à faire des Excel et des PowerPoint pour montrer qu'il faut investir dans cette entreprise, etc. Donc en fait, on crée des fonctions par-delà finalement la production en tant que telle, pour inciter le capital à investir là.
Et ce faisant, on ne satisfait pas un besoin directement, on satisfait un besoin du capital, en fait. Et vous, peut-être, dans mes souvenirs de lecture de David Graeber et des Bullshit Jobs, je crois me rappeler qu'il y avait aussi une dimension quasi philosophique et un héritage peut-être judéo-chrétien qui disait, trivialement, on n'a pas envie que notre prof il soit prof parce que le prof de nos enfants soit prof parce qu'il est intéressé par l'argent, et donc en fait il y aurait une sorte de consensus collectif sur le fait que les métiers auxquels on attribue du sens collectivement et de l'utilité, on pourrait moins bien les payer. Ah oui, alors il l'explique aussi un peu par une forme de jalousie en disant que finalement les travailleurs qui ont des emplois bullshit sentent que les travailleurs essentiels ont déjà le monopole du sens. Et c'est pour ça qu'ils se disent au moins vous avez la vocation et vous n'avez pas les ressources économiques. Je pense que c'est quand même plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, on voit aussi que pour certains secteurs, pour certaines professions, notamment l'enseignement, la dévalorisation salariale, elle est aussi due à la féminisation des métiers. Donc il y a plus. Je pense que là, David Graeber est un peu rapide là-dessus, surtout quand il le traite uniquement comme une jalousie. Non, c'est des choix de société. D'ailleurs, vous avez des sociétés qui rémunèrent beaucoup mieux leurs enseignants qu'en France, par exemple. Donc, on voit bien que c'est des choix de politique publique. Merci Céline Marty. Malheureusement, on va pas avoir le temps de continuer cet entretien extrêmement intéressant. Je vous remercie d'être venue. Je rappelle que vous êtes professeure agrégée de philosophie et doctorante sur la philosophie du travail et l'écologie politique d'André Gorz. À bientôt sur Radio Anthropocène. À bientôt. Regard sur l'actualité. L'information des mondes urbains, Anthropocène.